et un sur le workflow en modélisation du climat. Donc, nous avons beaucoup de temps pour les questions. Donc, je passe la parole à Laurent Crouzet, qui est chargé de mission au ministère et qui va nous faire un point sur où ils en sont. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler d'un sujet qui s'appelle EuroHPC. Vous en avez probablement entendu parler. Donc, je vais vous expliquer ce qu'est EuroHPC. Donc, EuroHPC, c'est parti d'il y a presque 3 ans maintenant. Même si à l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça. Il y a 3 ans, on a eu une communication de la Commission européenne qui s'appelait European Cloud Initiative. Et dans European Cloud Initiative, il y a un certain nombre de projets qui ont émergé de cette communication, qui s'appellent d'un côté EOSC, European Open Science Cloud, et de l'autre côté European Data Infrastructures, qui comprend pour la plus grosse part EuroHPC. Donc, sachant que le réseau est un peu entre les deux, forcément, le réseau est quelque part, mais le réseau est quelque part et le réseau est partout, parce qu'il faut du réseau partout. Mais les deux gros morceaux et nouveaux de cette communication, c'était bien EOSC et EuroHPC. Donc, EuroHPC, très très vite, les États se sont retrouvés à discuter avec la Commission européenne, avec un groupe de Sherpas. Il y a eu des annonces il y a 2 ans maintenant, avec un petit nombre de pays, dont la France, qui ont signé très tôt leur intention de participer à EuroHPC. Et on est arrivé très vite, je vais vous le montrer après, à faire en sorte que EuroHPC existe, hein, et devient une structure européenne à part entière. Donc aujourd'hui, les activités d'EuroHPC, en fait, je me rends compte que j'ai un problème dans mes transparences, c'est que, voilà, je vais commencer là et je reviendrai après. Donc EuroHPC, c'est ce que l'on appelle en jargon européen un joint undertaking, c'est-à-dire une entreprise commune. Et EuroHPC existe formellement depuis octobre 2018, c'est-à-dire ça n'existe que depuis quelques mois, ça existe depuis 6 mois maintenant. Je vous incite évidemment, je vous invite à aller sur le site EuroHPC qui est mentionné sur ce transparent pour découvrir. Il y a plein de matériel dessus que vous pourrez reprendre, que vous pourrez diffuser, comprendre. Et si vous ne comprenez pas, comme ça, vous pourrez me poser des questions. Donc EuroHPC, c'est le principe d'un joint undertaking tel qu'il a été monté dans le cadre d'EuroHPC ici. C'est un co-investissement entre les États membres et la Commission européenne. Donc un co-investissement, ça veut dire que pour 1 euro que les États participants vont mettre sur la table, la Commission, de son côté, s'engage à mettre également 1 euro. Ça veut dire que très vite, donc ça c'est nouveau, hein. Avant, il y avait des projets européens, la Commission mettait un petit peu d'argent, et elle n'en mettait pas pour les infrastructures, par exemple, pour acheter des machines. Maintenant, la Commission s'engage à mettre de l'argent pour faire de la R&D, pour développer des applications, pour acheter des machines, et elle mettra de l'argent si les États participants en mettent. Donc ici, vous voyez, je vais prendre ce micro-là. Donc ici, vous voyez les budgets que l'on affiche là sur 2019-2020. On affiche des contributions de proches de 500 millions d'euros pour la Commission, autant donc attendu pour les États participants, et puis aussi quelques centaines de millions en provenance du monde privé, donc des industriels du secteur HPC. Les activités d'EuroHPC, elles sont divisées en 2 piliers. Donc quand vous entendez parler du pilier 1 ou du pilier 2 d'EuroHPC, le pilier 1, c'est le pilier des infrastructures, c'est-à-dire les machines.
Donc typiquement, Gency, hein, on va acheter des machines. Et puis le pilier 2, c'est le pilier 2, c'est la recherche technologique, mais aussi le développement applicatif. Le développement applicatif, le software, dont le développement de quelques applications. Voilà. Donc là-dedans, ça fait quand même beaucoup d'argent, évidemment. Le but du jeu étant d'acquérir 2 systèmes qu'on appelle pré-exascale, c'est-à-dire de quelques en fait, centaines de pétaflops chacun, qui vont être achetés par l'AJU. Donc l'AJU, c'est le Joint Undertaking, par EuroHPC. Ces systèmes de calcul vont être achetés par EuroHPC. Et puis, il y aura aussi quelques systèmes dits pétascale, donc de quelques pétaflops, dizaines de pétaflops peut-être, qui vont être achetés par des États. Donc, je vous donnerai le détail un petit peu après. Et puis, une fois qu'on a ce gros pilier infrastructure qui fait en gros la moitié du budget, hein, il y a la moitié du budget qui sert donc à faire de la recherche et du développement technologique et sur les applications. Et puis évidemment, il y a quelques coûts administratifs de bureaux, les bureaux étant au Luxembourg. Ils ne sont pas donnés. Alors, voilà. Ça, c'est la structure de gouvernance. La structure de gouvernance d'EuroHPC, c'est très important. Ça a été l'objet d'intenses négociations qui se sont concrétisées il y a un peu moins d'1 an maintenant. Hein. Et donc, on a un governing board qui est l'instance de gouvernance d'EuroHPC, dans laquelle on retrouve les représentants des États membres. Donc, ce sont des personnes qui travaillent dans des ministères de la recherche et de l'industrie, enfin ministère de la recherche, de l'industrie. En France, nous, on fait un duo entre le ministère de la recherche et le ministère de l'industrie. Ensuite, ce governing board est conseillé par ce que l'on appelle un Industrial and Scientific Advisory Board, qui est lui-même coupé en 2. Un premier advisory group qui s'occupe de recherche, innovation et application, donc ça c'est le fameux pilier 2. Et puis un advisory group qui s'occupe des infrastructures, c'est-à-dire des machines. Avec un certain nombre après évidemment de ce que la commission appelle maintenant, vous avez l'habitude, les stakeholders, avec donc des utilisateurs, les représentants et les utilisateurs des centres d'excellence, des industriels aussi, parce qu'il ne faut pas oublier les industriels et les PME. Et puis tout ce qui est techno aussi évidemment, avec préségeant les centres de calcul, et 2 acteurs et un certain nombre d'acteurs très importants qui sont considérés par EuroHPC comme les membres privés. Les membres privés, c'est ETP4HPC et BDVA, Big Data Value Association, donc les 2 PPP qu'a mis en place la commission il y a quelques années maintenant. Voilà. Et puis il y a même un projet, un CSA, qui couvre tous les coûts de déplacement et de mise en place de ces advisory groupes. Pour vous dire à quel point EuroHPC est un succès finalement côté européen, eh bien on retrouve 28 pays européens qui sont membres d'EuroHPC, 28 pays. C'est-à-dire que tous les pays y sont. Les 2 seuls qui n'y sont pas, ici, la Suisse ayant rejoint EuroHPC vendredi dernier, il ne reste plus que UK pour des raisons qui ne vous échapperont pas, j'imagine, et évidemment Malte et Chypre. Donc Malte et Chypre ne sont pas les pays les plus importants sur le paysage européen, mais tous les autres sont membres d'EuroHPC, tous. Et là, on retrouve les représentants au Governing Board. Donc en France, c'est Patrick Garda, mon directeur au ministère de la Recherche, je suis son adjoint. Et on retrouve donc tous ces gens-là qui sont globalement des représentants, le plus souvent et majoritairement des représentants qui travaillent dans des ministères.
Je vous donne ici aussi pour information les noms des représentants donc, de l'advisory group qui s'occupe des infras. Donc en gros, tous les pays sont représentés. Les gros pays sont représentés. On a un représentant français. Dans l'autre advisory group sur la techno et les applications, il y a donc de membres de droit 6 personnes en provenance de ce que j'appelais donc les membres privés, c'est-à-dire ETP for HPC et BDVA. Donc là, on retrouve donc les 4 ETP for HPC et les 2 BDVA, avec un certain nombre de Français aussi. Et puis, le Governing Board, lui, a nommé de son côté des représentants, donc 6 représentants à cet advisory group. Et on retrouve là également une représentante française qui est d'ailleurs membre du conseil scientifique ORAP, donc on peut le souligner ici. C'est Catherine Lambert. Ensuite, on arrive donc au plat de résistance. Le plat de résistance, c'est l'achat de machines. Parce que dès maintenant, là, on lance les opérations d'achat de machines au sein d'EuroHPC. Donc, la première étape pour acheter des machines au sein d'EuroHPC, c'est d'abord de sélectionner les sites qui vont être candidats à acheter de ces gros systèmes de centaines de pétaflops. Les calls ont été publiés. Donc, il y a les deux. Il y a le call pour héberger des sites, pour héberger des machines pré-exascale, donc c'est ce qu'on appelle les calls précurseurs to exascale systems, et puis les calls pétascale. Donc les calls sont en route, l'opération est partie. Ça veut dire que dès le mois de juin, je pense que je vous le donnerai après, donc c'est au moins 2 précurseurs to exascale, donc plusieurs centaines de pétaflops. On imagine que l'Europe met jusqu'à 250 millions d'euros sur la table, ce qui veut dire que pour ces 2 systèmes, les États membres, on estime qu'ils seront capables de mettre au moins autant. Donc ça fait pour 2 systèmes, donc on parle en TCO, coût d'achat et coût d'opération. Ça veut dire en gros que pour chaque système, on imagine un coût d'achat et d'opération de 250 millions d'euros chacun, s'il y en a 2. Alors ça c'est au max aussi, peut-être que les pays mettront moins d'argent parce qu'ils n'en ont pas trouvé autant et que ce sera un petit peu moins. Mais en tout cas, on se rend compte que là, on parle d'opérations qui sont quand même relativement inédites en Europe. Donc c'est un effort, c'est quand même un effort sans précédent que l'on arrive à faire ici avec EuroHPC. Et donc, on est dans une contribution donc, bien équilibrée au sein de la JU à 50-50, et c'est la JU qui va conduire les appels d'offres. Au niveau des systèmes pétascale, il y aura au moins 2 systèmes pétascale, donc beaucoup plus petits. Et là, par contre, le mode de financement n'est pas du tout le même, puisque là, la JU EuroHPC mettra jusqu'à 35% de coûts d'acquisition et ne participera pas aux frais d'opération. Et puis évidemment, là on n'est pas dans le 250 millions d'euros que met le joint undertaking. Là, il n'y a que 30 millions d'euros au mieux qui sont programmés pour ces systèmes-là. Je dirais que c'est une aide à l'inclusion d'un certain nombre de pays qui ont envie de mettre un pied côté HPC en Europe. Ça, c'est pour vous dire que c'est un premier calendrier que je dirais probablement optimiste parce qu'il y a toujours des surprises, mais il faut savoir que du côté EuroHPC, les choses vont très 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 vite, probablement même des fois un petit peu trop vite parce qu'on n'a pas le temps toujours de suivre tout ça, mais ça veut dire que vous voyez quand même que ce que l'on vise, c'est ce qui est important pour des histoires souvent aussi de budget et de prise en compte des budgets. On vise une mise en service des systèmes pré-exascale avant la fin de l'année 2020. L'objectif étant de consommer aussi le budget H2020.
Donc, vous voyez, on en est par là. On en est par là, ici. Ça paraît loin, il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais ça veut dire qu'on est en train, les hosting entities qui sont candidates à héberger sont en train de remplir leurs dossiers. Les dossiers vont être ouverts au mois d'avril. Et puis une fois que la sélection aura été faite, eh bien, il y aura quelques temps, mais pas beaucoup, pour faire un cahier des charges et lancer une procédure d'achat. Donc ça va aller très très vite. On passe au pilier 2. Donc, le pilier 2, c'est en fait donc un work programme. C'est un work programme tel que vous les connaissez dans H2020, sauf que ce n'est pas du H2020. On espère voter le work programme lors du Governing Board du mois de juin, si tout va bien. Ça va vite, et le work programme aujourd'hui, il n'est pas vraiment encore écrit, donc il va falloir aller vite. Ce qui n'est pas simple, parce qu'un work programme d'habitude, dans H2020, un work programme, ça met des mois, voire une année à s'écrire. Donc là, tout se fait en accéléré. Donc les premiers éléments ont déjà été donnés au Research and Innovation Advisory Group, qui rend un rapport à l'executive director. L'executive director, c'est-à-dire la JU elle-même, travaille. Et puis, au sein du Governing Board, on va pouvoir itérer sur le texte des appels à projets que l'on va pouvoir lancer. Donc, les appels technologiques, mais aussi software. Donc, je vais vous le montrer après. Plusieurs calls sont largement inspirés des calls qui étaient déjà programmés dans H2020 au sein des work packages FET et ICT. Mais il y a une grande nouveauté que sont quand même du support à software et applications et de l'argent aussi pour monter ce que l'on appelle des centres de compétences HPC, un par pays. Donc on en était là à 54 millions puisqu'il y a 27 pays, 1 million en provenance des États participants, 1 million de la Commission, on en était à 54 millions. Et là, on va voir comment ça se passe, puisque maintenant, il n'y a plus 27 pays, mais on a 28. Et puis, on a évidemment des questions au sujet des modes de financement, puisqu'il faut qu'on trouve de l'argent côté national si on veut contribuer, ce qui n'est pas toujours facile non plus. On est en train, je peux le dire c'est pas un secret, on est en train de discuter avec l'ANR pour voir comment est-ce qu'on pourrait mettre en place un programme national, notamment pour le développement software et applications, et qui nous permettra de valoriser une contribution française, donc en provenance de l'ANR, pour obtenir autant côté Europe. Donc ça, c'est en cours de discussion. Et puis, il y a des sujets plus connus en provenance de FET, par exemple, qui sont aussi en cours de traitement chez mes collègues de la Direction générale des entreprises. Les sujets des modes de financement, c'est un énorme problème. Aujourd'hui, la majorité des États membres, enfin des États participants, a dit à EuroHPC, a dit à nos amis de la Commission européenne qu'on n'allait pas pouvoir leur donner de l'argent pour qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. On souhaite garder nos programmes nationaux et les valoriser au sein d'EuroHPC. Et donc, il y a un petit peu de mécanique budgétaire et juridique qu'il faut mettre en place et pour laquelle il faut s'assurer que tout est bien reconnu par les juristes européens, ce qui n'est pas toujours très simple. Voilà, donc ça c'était. J'avais 15 minutes, donc j'ai essayé de faire vite. Là, c'est juste le schéma des calls qui ont été repris de H2020 parce que dans les work packages ICT et FET, ce qui était initialement prévu dans les work packages 2017-2020, tout ce qui était 2019 et 2020 qui était relatif au HPC a été enlevé de ces work programmes H2020, ont été sortis de H2020 et l'argent a été remis
sur le budget du Joint Undertaking. Donc ça, ce sont tous les sujets, et notamment des sujets assez techno, puisque dans EuroHPC, il y a aussi des sujets sur, par exemple, un microprocesseur européen. La souveraineté étant un sujet qui est très important au sein d'EuroHPC, parce que, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, la phase d'après, c'est des calculateurs exascale. Et pour les calculateurs exascale, il y a une contrainte et une opportunité qui est que au moins un des 2 supercalculateurs exascale devra être bâti à base de technologie européenne. Donc c'est quelque chose qui est très très important pour la souveraineté technologique de l'Europe. Donc tout se construit maintenant pour arriver, pour les calculateurs exascale, à avoir une techno disponible côté européen, y compris, si tout va bien, un microprocesseur. Voilà, donc ça c'est les programmes. Et puis évidemment dans les autres points, je suis sûr qu'il y aura des questions peut-être là-dessus. Les discussions sont aussi ouvertes avec Prace, c'est important. Gensi est au premier rang, Gensi représente la France dans Prace, et il ne vous aura peut-être pas échappé, mais il va y avoir des supercalculateurs pré-exascale qui vont être ouverts en 2021. Mais il y a d'autres systèmes Prace qui existent, qui continueront à vivre pendant cette période-là. Et donc, il y a du recouvrement qu'il faut organiser. Il y a la question aussi de la Suisse qui a rejoint EuroHPC, mais qui ne peut pas héberger un supercalculateur pré-exascale ou exascale sur son territoire parce qu'il n'est pas membre de l'Union. Et puis, il y a la question de UK, peut-être. Il y a les Allemands qui, eux, aujourd'hui, dans Prace, ont plusieurs supercalculateurs tiers 0. Donc, ils auront probablement, s'ils participent bien à EuroHPC, un calculateur exascale. Mais il y en aura d'autres. Les autres centres de calcul, eux aussi, seront toujours là. Hein. Côté français, nous, on espère bien, on met tout en œuvre, on est en train de rassembler les budgets et de faire ce qu'il faut pour essayer d'être candidat à héberger une machine exascale, donc à l'horizon 2022-2023. Voilà. Et c'est Gensi qui devrait porter ce dossier au sein de la JU. Je vous remercie. Merci beaucoup, Laurent. Alors, qui veut entamer les questions? Alors, je me lance. Tu as parlé d'un centre de compétences par pays, si j'ai bien compris. Et comment veux-tu que nous y allions? Voilà une bonne question. On est en train de consulter ici et là avec un certain nombre d'acteurs. Qui j'espère sont représentatifs. Donc on va organiser une réponse. Ce qu'on a compris encore au Luxembourg la semaine dernière, hein, il y avait une réunion du Governing Board la semaine dernière, c'est que la commission pousse beaucoup, elle est ces centres de compétences, c'est un enjeu avant tout pour les plus petits pays qui aujourd'hui n'ont pas vraiment le pied dans le monde HPC. Donc ça veut dire que c'est pour eux une opportunité de mettre le pied dans le HPC. Côté grands pays qui sont déjà organisés, il y a plein de choses qui existent déjà, donc à la rigueur c'est là que la tâche est la plus compliquée parce qu'il y a déjà des acteurs qui sont présents, il y a les centres de calcul, il y a des organisations, il y a des scientifiques, il y a des unités qui existent ici ou là, qui font du HPC, qui peuvent répondre à ça. Le tout c'est de les organiser, donc on est en train de regarder comment est-ce qu'on peut prévoir une coordination légère d'un certain nombre d'acteurs pour pouvoir monter un centre de compétences, parce que ce serait dommage quand même qu'on n'ait pas un centre de compétences français, mais il n'y a pas vraiment d'enjeu chez nous. Faut qu'on montre un petit peu d'argent, ça on y arrivera, on aura un peu d'argent à récupérer, mais à mon avis ça couvrira les frais de mission et un certain nombre de choses. Donc l'enjeu côté français, il est d'être présent parce que ce serait stupide qu'on n'ait pas de centre français, mais on a déjà tous les acteurs, il y en a un bon nombre dans la salle, qui vont être là. Hein.
Voilà. Très bien. Je voulais rebondir justement là-dessus. Est-ce que ce n'est pas une occasion, ces centres de compétences, pour rattraper un retard sur tout ce qui est évolution des logiciels ? C'est pas prévu pour ça. Aujourd'hui, le texte centre de compétences. Alors, je vous ai pas montré des extraits du work programme qui circulent aujourd'hui parce que je peux pas le faire là. C'est pas encore, c'est pas public, donc je ne peux pas. Aujourd'hui, les centres de compétences ne sont pas vraiment prévus pour ça. Il y a un accès, il y a beaucoup de choses autour des PME, autour de l'industrie. On pousse évidemment, nous, de notre côté, tout ce qui est académique et centre de compétences application, et notamment au niveau des formations. Donc je pense que Education and Training, sur centre de compétences, il y aura. Donc il y a un certain nombre d'acteurs qu'on va contacter pour qu'ils fassent partie de tout ça, évidemment. Mais voilà, donc les académiques qui vont plutôt participer, à mon avis, par ce biais-là. Par contre, je rebondis sur ta question, il va y avoir un call plutôt dédié software et application, et là, on essaye de pousser un certain nombre de sujets, évidemment, hein. Même si c'est pas simple, parce qu'aujourd'hui, la commission, par exemple, elle nous dit, côté académique, mais vous êtes déjà servi, il y a les centres d'excellence HPC. Donc, parce que le lien avec les centres d'excellence, je n'ai pas mentionné les centres d'excellence ici, ils étaient sur un transparent à un certain moment, hein. Mais les centres d'excellence, ils existent, ils font un certain nombre de choses, et oui, il faut faire un lien avec les centres d'excellence. Donc tout ça est en cours de digestion, et je pense qu'on va réussir à travailler dans des temps pas raisonnables, mais pour produire des réponses adéquates. Et évidemment, là, dans l'année qui vient, on a beaucoup de réunions programmées avec un certain nombre de gens pour organiser la réponse française et la participation française à EuroHPC. Déjà avec Gensi, parce que quand on dit qu'on va être candidat à l'Exascale en 2022 ou 2023, il y a plein de choses à organiser. J'en profite d'ailleurs pour dire quelque chose, puisqu'on a un petit peu de temps, hein. Marie-Alice me disait qu'on avait plus de temps qu'initialement prévu. Avec EuroHPC, donc vous voyez, il y a des budgets qui sont très importants, qui sont mis sur la table. Il y a quand même une différence que je veux souligner par rapport à ce que l'on fait aujourd'hui dans Prace. Aujourd'hui, dans Prace, quand Gensi contribue à ouvrir la machine Joliot-Curie, on achète en France une machine et on ouvre une bonne part de cette machine à la compétition au sein des chercheurs européens. Donc, je dirais, heureusement, nos scientifiques européens s'en tirent plutôt bien, nos scientifiques français s'en tirent plutôt bien et donc consomment bien et vont à la chasse aux heures au sein des heures ouvertes sur nos machines, et on a un bon retour. Dans EuroHPC, on n'est pas du tout dans ce schéma-là. Dans EuroHPC, tout l'argent que la France mettra sur la table restera pour les scientifiques français. Par contre, c'est l'argent de la Commission qui, lui, sera ouvert à la compétition à tous les chercheurs européens. Ça veut dire que normalement, donc on essaye en ce moment de rassembler tous nos... On compte nos sous, hein, pour pouvoir participer. Et derrière, tout ce qu'on arrive à épargner si on est candidat restera côté français, ce ne sera pas ouvert. Donc ça devrait, on l'espère, amener une poche d'oxygène assez importante en termes de nombre d'heures, puisque les scientifiques français pourront rester sur les contributions françaises, et grâce à EuroHPC, avec la contribution pour acheter des machines de la Commission, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors, les scientifiques français pourront continuer à aller faire la chasse côté Europe. Hein. Donc ça fait une très grosse différence par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Vous êtes prêts à utiliser ces machines ? Ils sont tous prêts. Bonjour. Oui, c'est justement la question. Est-ce qu'on est prêt à utiliser en fait ces machines ? C'est-à-dire qu'est-ce que les codes sont suffisamment optimisés avant même d'utiliser les heures de calcul ?
En fait, le problème est que on a des codes parallèles, mais on manque, je trouve, au niveau académique, de support d'ingénieurs, enfin des équipes d'ingénieurs, hein, pour nous aider en fait à faire des codes optimisés, qui utilisent finalement moins d'heures de calcul peut-être que nécessaire. Enfin, et là, on aimerait bien avoir en fait un support parce que c'est bien d'avoir des super machines, hein, mais à un moment donné, il faut aussi qu'on mette beaucoup de moyens, je pense, humains, c'est-à-dire pour aider en fait à faire des codes robustes et aussi qui coûtent moins cher en fait finalement. Tu peux dire dans quel domaine tu travailles? Je travaille en simulation numérique en hydrogéologie et on a des codes en fait qui doivent tourner pareil sur des supercalculateurs, mais effectivement le terme, je pense que c'est même dans toutes les applications, niveau même en chimie ou autre. La question est qu'il faut des experts en fait pour aider à développer. Alors c'est une vraie question. Je pense que on est très sensible à cette question. Je prêche déjà dans cette direction depuis un certain nombre d'années. Il y a un certain nombre de gens qui me connaissent dans la salle qui savent qu'on dépense beaucoup d'énergie pour essayer de répondre à cette question. Oui, alors il y a un certain nombre de réponses qui ont été apportées. En France, il y a quelques structures qui existent, qui permettent de pousser ça, mais il n'y a pas assez de moyens dedans, ça je suis d'accord. Côté européen, il y a les centres d'excellence qui ont amené quand même aussi une réponse. Il y a beaucoup de communautés qui finalement sont liées à des centres d'excellence HPC. Oui, il faut des moyens parce que même en répondant des appels à projets européens, voire à des appels ANR, on a de l'argent sur projet, mais il n'empêche que derrière, oui, il faut des encadrants, donc ça veut dire qu'il faut des bonhommes. Et puis, il faut que la science, computational science, elle soit vraiment reconnue. Le parallélisme, ça ne s'invente pas. C'est compliqué, puis c'est de plus en plus compliqué. Hein. Oui. Voilà, donc là il y a une réflexion. Je pense qu'on va pouvoir peut-être amener quelques éléments de réponse. Mais là aussi, je pense que du côté du ministère, nous, on ne peut pas vous dire que tout d'un coup, on va inventer de nouveaux moyens. C'est aussi aux communautés de prêcher auprès de leur tutelle, auprès des organismes de recherche, auprès de leurs comités qui vont bien, que ce sont des choses qu'il faut développer. À un certain moment, il faut bien montrer que la priorité HPC, ce ne sont pas que des machines, ce sont aussi des compétences, de la recherche aussi. La recherche en méthode numérique, elle ne se voit pas non plus tout le temps. Il y a l'étape de modélisation qui est très mathématique, et puis derrière, il y a plein de choses numériques qu'il faut faire qui ne sont pas toujours très bien reconnues. Je suis bien d'accord. Encore une question? Ce sera la dernière. Oui, je n'ai pas bien compris le lien technique entre pré-exascale et exascale. Enfin, choix de localisation, est-ce qu'on s'appuiera sur le pré-exascale pour définir les machines exascale? Et également le lien entre cette opération décidée jusqu'à fin 2020, vous dites extrêmement intense, pas très facile à atteindre, et les décisions qui concerneront l'exascale et donc le 2021 et la suite. Ouais. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est en phase 1 EuroHPC? On est juste en phase 1 au sein d'EuroHPC parce qu'il y a les budgets H2020. Donc aujourd'hui, on a pu récupérer un certain nombre de centaines de millions côté H2020, les mettre sur la table et développer EuroHPC. Donc c'est pour ça que ces budgets-là devront être dépensés là. La phase 2, elle est déjà en cours de discussion en fait. Hein. Elle est déjà en phase de discussion parce que il y a des budgets qui vont arriver de Horizon Europe. Donc Horizon Europe, c'est la suite de H2020. Et puis il y a aussi un autre programme qui n'est pas le programme cadre traditionnel, qui s'appelle Digital Europe. Et dans Digital Europe, il y a d'ores et déjà d'afficher 2,7 ou 9, je crois que c'est 7, 2,7 milliards d'euros qui sont fléchés HPC. Donc c'est dans ce budget-là qu'on va aller chercher l'argent pour les machines exascale. Voilà. Donc les budgets, ils sont là, ils sont positionnés, et dès la fin de l'année 2020,
on va pouvoir probablement commencer à en faire quelque chose même de ces budgets, puisque en 2020, on imagine même qu'un autre call pour des machines pré-exascale pourra être lancé, mais aujourd'hui, c'est encore hypothétique puisque l'argent n'est pas là. Hein. Voilà. Et puis, pour compléter aussi, ça, c'est du budget donc en provenance de H2020. Il n'y a que les budgets qui étaient dans le Work Package Infra, qui n'a pas été inclus dans le budget de la JU. Et donc, je peux d'ores et déjà aussi vous dire qu'en 2020, parce que je ne sais pas si le Work Package il a déjà été montré, mais le Work Package Infra 2020, il y aura un 3e appel pour les centres d'excellence HPC. Donc, et lui, il reste côté infra, il n'est pas côté JU, même s'il est explicitement lié. Non. Très bien, merci. Et je crois qu'on arrête là. Merci beaucoup. Merci Laurent.